Chapitre 4. Batracien et compagnie. Je ne parle pas de la mer, car ce n'est pas mon propos. Et pourtant la mer a bercé mon enfance et elle reste ma vie. L'eau douce serait plutôt un bourreau. Elle m'a enrôlé, régenté, elle m'a 5 fois ruiné, comme on lui en voudrait-je. On finit par aimer les bourreaux. J'avais 10 ans quand j'ai perdu ma mère. Mon père s'était remarié quelques années après. Il avait eu une fille de sa seconde femme. Je n'étais pas heureux dans ce nouveau groupe familial d'où je me sentais exclu. Aussi en parlerai-je le moins possible. Les rares moments agréables dont je me souvienne pendant la longue période de mon adolescence sont liés à l'eau. Ainsi, j'avais un ami qui vivait à la campagne dans une grande propriété et m'invitait quelquefois en été pour quelques jours. Il y avait tout près, caché dans des fourrés et entouré de bosquets d'arbres, où dominaient des saules et des peupliers argentés. Un étang, peu profond, à demi couvert de nénuphars, aux fleurs couleur de nacre. Nous allions y pêcher la grenouille. Mon ami connaissait le nom des bêtes et des plantes. Il me les citait, et je les répétais après lui. Il m'apprenait aussi à pêcher. Nous avions des lignes faites avec du fil à coudre, trouvées dans les affaires de sa tante. Nous ne possédions ni hameçon, ni bouchon. Un bambou faisait office de canne. Il me disait « Pour bien pêcher, il faut du bon matériel. Donne-moi ta ligne. Je vais te montrer. » Et il m'initiait au mystère des nœuds. François, il s'appelait François, en citait plusieurs, mais je crois qu'il ne savait en faire qu'un seul, le nœud de 16. Il l'employait en toutes circonstances et ne cessait de m'en vanter les mérites. Il disait « C'est meilleur que tous les autres nœuds, même le nœud de pêcheur, même le nœud de pêcheur. » Je voyais mal pourquoi, pour une ligne de pêche, il valait mieux employer un nœud de 16 plutôt qu'un nœud de pêcheur. Et ce n'était qu'une 16 pouvait avoir affaire avec la pêche. Mais j'étais prêt à accueillir la science et François me faisait répéter sa méthode pour apprendre à faire le nœud de 16. Elle ressemblait à une formule magique. Elle devait être efficace, puisque je m'en souviens encore. Nous prenions chacun une ficelle en main, et avec des gestes synchronisés, nous lancions l'incantation, nous disions ensemble « Je creuse le puits ». Nous formions une boucle. Le serpent sort du puits. Le serpent, c'était la ficelle. Il tourne autour du puits. Il rentre dans le puits. Et je ferme le puits. Alors, le nœud apparaissait, fonctionnel, indestructible, ou raté. Nous fixions le fil aux longues cannes de bambou qu'un jardinier avait coupées pour nous la veille dans le parc. Et nous partions en guerre contre les grenouilles, armés jusqu'aux dents d'une provision de chiffon rouge, comme pour une corrida, et de ces seaux à confiture de ménage que l'on disait en fer blanc. Comme je les voyais en métal jaune, sans que rien de blanc ne fût visible, j'apprenais la relativité des choses par l'imprécision des appellations. Les seaux, c'était pour mettre les grenouilles. Les chiffons rouges, François les appelait des leurres. C'était pour les attirer.
Nous approchons de l'étang sans faire de bruit, mais quelque prudente qu'ait été notre marche, le bruit d'un plongeon suivi par d'autres plongeons successifs montrait que nous avions été repérés et nous renseignait sur les forces de l'ennemi et leur localisation. Le milieu de l'étang était vide de végétation. C'était sa partie la plus profonde, celle où se trouvaient les sources. « Elles donnent toute l'année », disait François. Parfois, un poisson venait inspecter la surface et d'un baiser furtif créait un cercle qui se multipliait en s'agrandissant à partir du centre. « C'est un gardon », disait mon maître à pêcher, qui connaissait tous les poissons. Ou bien, c'est peut-être une bouvière, mais ça m'étonnerait, car le vieux a dû toutes les manger. Le vieux, c'était la terreur des profondeurs. Un brochet énorme, disait François, qui m'avouait plus tard ne l'avoir jamais vu. Sa seule évocation ajoutait du piquant à notre expédition. Et s'il allait mordre à nos lignes, que ferions-nous ? Point d'interrogation. Près de l'étang, à cette époque de l'année, l'après-midi, l'atmosphère était étouffante. Il faisait très chaud. L'air sentait parfois le parfum frais de la menthe sauvage qui poussait sur les rives et que nous foulions aux pieds quand nous nous rapprochions du bord de l'eau. Des insectes volants de toutes couleurs et de toutes formes passaient dans un carrousel continu. Ils produisaient un fond sonore d'où se détachait le bourdonnement plus intense ou plus sourd de grosses mouches au corselet violet et de bourdons couleur de paille, cuivre et chocolat qui volaient en zigzag parmi les papillons bariolés. Les abeilles, couleur de miel, passaient comme chassées par un vent qui n'existait pas. Et des taons, couleur de fumier, se posaient sournoisement, cherchant à faire mal, et nous faisaient peur à cause de la menace d'une piqûre imprévisible. Il y avait peu d'oiseaux. Le soleil était trop chaud pour eux. Sur l'eau, à partir du centre de l'étang, on trouvait des nénuphars, domaine des grenouilles, puis des roseaux et des joncs. Ça et là, parmi les fleurs blanches des renoncules aquatiques, s'étalaient quelques châtaignes d'eau reconnaissables à leurs fruits qui rappelaient ceux de l'eucalyptus. « C'est comestible, disait mon mentor. Ça s'appelle des macres. Il y en a qui les mangent, me confirma le lendemain le garde-pêche, une moue de dédain aux lèvres. Tu vois, triompha François, qui était satisfait d'avoir recueilli la caution d'une autorité. J'avais raison. Dans le plus grand silence, nous nous rapprochions des rives de l'étang. J'écarquillais les yeux pour voir les grenouilles, mais j'avais beau regarder, je n'apercevais rien. « Tu la vois, la grosse ?» me chuchotait François qui tremblait d'excitation. « Où ça ?»« Là, juste devant toi, à côté d'une nénuphar rose. » Je ne voyais toujours rien. Et puis, un imperceptible mouvement dans l'eau et encore un autre attirait mon attention et me faisait deviner la présence d'une grenouille à nouveau immobile dans sa tenue de camouflage pour commando. Deux noms que j'ignorais à cette époque. À force de scruter l'eau verdâtre, je découvrais deux yeux saillants affleurant la surface comme le crocodile dans les bandes dessinées. Deux yeux sphériques, à iris doré, à la pupille ovale et horizontale. Ensuite,
j'apercevais la bande claire et les deux bandes latérales de couleur brun-gris, et enfin le dos taché de noir d'une grenouille. Tout cela n'était visible que le temps d'un éclair, quand l'animal se déplaçait rapidement ou sautait. Plusieurs grenouilles, rassurées par notre immobilité, apparaissaient. Alors la pêche commençait. Inutile de lancer la ligne, me disait François. Pose le chiffon devant la grenouille, agite-le doucement, pas comme ça. Fais-le danser, tu verras, elle va le mordre. Et c'était vrai, la grenouille mordait. Ses dents s'accrochaient au tissu. Je sentais son poing en mouvement au bout du fil. Elle voulait lâcher le leur, mais ses dents restaient prises dans la trame. Je tirais au début trop brusquement, et le plus souvent le fil cassait. L'animal retombait et s'enfonçait dans les eaux sombres, un grand coup de patte convulsif. Alors, je réparais le fil, fixais un nouveau chiffon rouge et reprenais la pêche. François faisait de même un peu plus loin. Parfois, le fil résistait aux tractions et au choc, et la grenouille restait accrochée au leurre. Il fallait alors tirer sur le fil d'une main et de l'autre tenir fermement la canne, puis doucement, très doucement, par une rotation des bras et du corps, extraire l'animal de l'étang et lui faire traverser la zone des joncs et des carex par les airs jusqu'à la berge, sans heurter quelque obstacle imprévu. Roseau ou qui fâche, par exemple. Une fois parvenu au-dessus de la terre ferme, on pouvait considérer la bête comme capturée. C'était alors la partie la plus passionnante du drame qui se jouait. Elle nécessitait tout l'art du pêcheur. La grenouille ainsi transportée pouvait ou bien se détacher du chiffon rouge, et dans ce cas elle retombait le plus souvent à l'eau, ce qui nous affligeait beaucoup, ou encore c'était le leurre mal fixé qui lâchait, et la grenouille tombait encore à l'eau, mais cette fois la tête recouverte d'un morceau de tissu écarlate, une cagoule rouge comme on voit aux bourreaux représentés dans les cachots médiévaux, négligemment appuyée sur une hache aussi haute qu'eux. Aucune de ces éventualités ne nous convenait. Nous voulions la victoire complète, que l'animal rejoigne dans les seaux les autres grenouilles déjà en notre possession. La difficulté consistait en ce que la bête tombée à terre bondissait, se libérait du chiffon rouge et du fil, et s'efforçait de rejoindre l'étang. Une lutte inégale commençait alors. La peau des grenouilles est humide et visqueuse. Maintenir une grenouille dans la main est une opération difficile et presque aussi irréalisable que de s'emparer d'une savonnette tombée dans une baignoire pleine d'eau chaude. Elle fond, elle glisse dans les mains. On la croirait vivante. Ce n'était qu'en unissant nos réflexes que nous parvenions à pousser nos victimes dans les seaux. La pêche donnait bien pendant un moment. Les seaux se remplissaient vite. Je n'aimais pas beaucoup voir les grenouilles prisonnières. Je leur trouvais l'air triste, et sans doute l'était-elle. Puis, pour des raisons inconnues, la pêche ne donnait plus, et nous attendions, sans succès, une touche qui ne venait pas. Le soir, au coucher du soleil, c'est un moment favorable, disait Lian de pêche. Mais pour nous qui devions rentrer pour dîner, ce n'était pas une heure facile,
et nous pliions bagages avec des seaux à demi remplis de grenouilles, et supputant à l'avance les joies d'un triomphe modeste quand nous présenterions notre pêche à la cuisine. Je me rappelle l'accueil plutôt frais de la cuisinière qui nous avait reçus. Les 2 poings sur les hanches, elle nous avait envoyés promener, nous et nos grenouilles. Ne comptez pas sur moi pour préparer ces bêtes-là, c'est déjà bien assez à faire. Le refus était net et sans appel. Mais le problème du devenir immédiat de nos grenouilles se posait. Certaines étaient déjà mortes dans les seaux, et les autres faisaient peine à voir. J'inclinai pour les rendre à la liberté. Alors nous les avons rapportées à l'étang, puis nous avons remisé nos lignes, et de la pêche à la grenouille, il n'est plus resté qu'un souvenir.